Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie. Alors, un atome est constitué d'un noyau très massif, très petit, et d'électrons qui sont situés autour. Les électrons, eux, sont extrêmement légers. Le noyau porte une charge électrique positive et les électrons une charge électrique négative. Le noyau lui-même est composé de deux types de particules, les protons et les neutrons, qui sont des particules fort massives. Le proton et le neutron se ressemblent très fort, ils ont une masse pratiquement identique, si ce n'est que le neutron est neutre, n'a pas de charge électrique, et le proton, lui, a une charge électrique positive, qui, en grandeur, est identique à celle de l'électron. Et donc, le nombre dans l'état normal, l'atome est neutre, et le nombre de protons est identique au nombre d'électrons. Le premier modèle d'atome a été le modèle planétaire, grâce aux travaux de Bohr et Rutherford. Rutherford, par des expériences sur la matière, avait pu déterminer que la structure de l'atome était celle-là. Et pour expliquer que les électrons restaient autour du noyau et ne tombaient pas dessus, Bohr a élaboré la première théorie d'un modèle atomique. Ce modèle était relativement simple, plutôt grossier, et il est même trompeur sur plusieurs aspects. Il a vite évolué vers une théorie plus complète faisant appel à la mécanique quantique. Mais ce modèle planétaire nous suffira ici pour notre propos. Donc, on a un noyau petit et compact, chargé positivement, et des électrons qui peuvent être sur des orbites. Et les orbites possibles sont celles qui sont prévues par la théorie. Seules certaines orbites sont possibles, l'électron pouvant être sur une orbite en rotation autour du noyau et les zones intermédiaires étant des zones dites interdites. Chaque orbite correspond à une énergie précise pour l'électron. Celui-ci a une énergie cinétique due à sa vitesse de rotation, et une énergie potentielle due au fait qu'il a une charge électrique négative et le noyau une charge électrique positive, ce qui donne une énergie potentielle électrostatique. Plus les orbites sont grandes et plus leur énergie est élevée. Par convention, on considère qu'une orbite de taille infinie a une énergie zéro. C'est comme pour nos atomes, un électron libre, très loin, et le noyau très très éloigné, n'interagissent pas, énergie zéro. Et l'énergie des orbites intérieures est une énergie négative, exactement comme pour notre paire d'atomes. Lorsque un électron va changer d'orbite, donc passer sur une orbite intérieure ou extérieure, il faut lui fournir de l'énergie pour qu'il passe sur une orbite extérieure et intérieure inversement. En descendant sur une orbite intérieure, il va libérer cette énergie. Il le fait sous forme de photons. L'état d'énergie le plus bas est aussi appelé état de base, et l'état le plus stable puisqu'il a l'énergie la plus faible. Par exemple, pour l'hydrogène, la différence entre le zéro ici et l'énergie la plus basse est de 13,6 électronvolts. C'est aussi appelé aussi énergie d'ionisation, puisque pour arracher l'électron de l'hydrogène et le taper à l'infini, on va dire au loin, il faut 13,6 électronvolts. Les énergies fournies ou libérées lors d'un changement d'orbite
étant précise, par exemple ici si on a E1 et ici E2, l'énergie émise lors d'une transition vers une orbite intérieure est égale à E1 moins E2. Donc ces énergies émises par les électrons lorsqu'ils changent d'orbite sont très précises et forment ce que l'on appelle le spectre d'émission de l'atome. Cette énergie est généralement émise sous forme ou absorbée sous forme de photons, c'est-à-dire de lumière, et chaque photon, chaque grain de lumière a une énergie E égale H nu, c'est-à-dire la fréquence de la lumière fois une constante universelle appelée constante de Planck. Et donc, à ces transitions dans l'atome correspondent des fréquences ou des longueurs d'onde bien précises. Si on trace en fonction des longueurs d'onde de la lumière qui est émise par un atome, on obtient des longueurs d'onde bien précises, des raies que l'on appelle des raies spectroscopiques. Ces raies sont une véritable empreinte digitale de chaque type d'atome. Quand on observe le spectre de l'hydrogène, le spectre de l'oxygène, de l'azote, etc., il est impossible de se tromper. Simplement en observant quelques raies, on sait à quel atome on a affaire. Alors, pour des raisons techniques que je ne vais pas approfondir ici, le nombre d'électrons qui peuvent être mis sur une orbite est limité. Ainsi, sur la première orbite, on ne peut avoir que 2 électrons. Impossible d'en mettre un troisième. Sur la deuxième orbite, on ne peut mettre que 8 électrons, etc., etc. Donc, les électrons vont avoir tendance à remplir les orbites en commençant par les plus basses, puis les plus élevées, celles d'énergie les plus grandes. Et donc, les électrons qui seront le plus extérieurs, donc supposons qu'on a mis 2 électrons là, 8 électrons sur cette orbite-là, et qu'il en reste un ici, cet électron a une énergie nettement plus grande, il faut donc fournir moins d'énergie pour l'arracher, et il est donc moins lié à l'atome. Ce sont toujours les électrons externes qui sont le plus faciles à retirer de l'atome. Le plus fréquent, quand on place les électrons sur ces orbites, en fonction du nombre d'électrons, le cas le plus fréquent, c'est celui où la dernière orbite n'est pas entièrement remplie. Il reste donc de la place. Là, par exemple, dans le lithium a 3 électrons, donc 2 ici et 1 ici. On a donc un électron isolé sur la dernière orbite. De même, pour l'hydrogène, il n'y a qu'un seul électron ici, et donc il reste une place libre. L'oxygène a 8 électrons, donc 2 ici, et 6 sur cette orbite-là, il reste 2 places libres, etc., etc. Notons que les atomes que l'on appelle des gaz rares, comme l'hélium, le néon, le krypton, le xénon, etc., ont toutes leurs orbites entièrement remplies. Notons aussi que c'est ce remplissage progressif des orbites, couche par couche, qui donne la structure périodique du tableau périodique des éléments, le tableau de Mendeleïev. Considérons maintenant le sodium. Le sodium a un électron isolé sur la dernière orbite. Un seul. Avec une énergie nettement plus élevée que les autres électrons. De même, le chlore, lui, a sa dernière orbite presque remplie. Il reste une place. Il y a une place libre, et comme tout a été bien rempli, ces énergies sont assez basses. Donc l'électron isolé du sodium, d'énergie élevée,
a tout intérêt à passer sur le chlore pour aller occuper la place vide et ainsi voir son énergie fortement diminuer. Et c'est effectivement ce qui se passe dans la liaison NaCl, le sel, le chlorure de sodium. L'électron du sodium quitte le sodium, qui devient alors un ion chargé positivement, et va se placer sur le chlore, où il a une énergie beaucoup plus basse, et ainsi le chlore devient chargé négativement. Et on obtient la structure, la liaison chimique que nous avons vue. Ce qui est également très fréquent, c'est que le gain d'énergie est trop faible que pour arracher cet électron. Mais dans ce cas-là, le gain est obtenu simplement en mettant les électrons en commun sur les orbites des deux atomes. Par exemple, dans la liaison OH, ou par exemple, commençons par la liaison hydrogène. On a un atome avec un électron et un autre atome avec un autre électron, et les deux électrons vont avoir tendance à se mettre en commun sur les deux orbites, ce qui donne une molécule d'hydrogène. De même, dans la liaison OH, on a un atome d'oxygène avec deux électrons sur l'orbite intérieure et 6 électrons sur l'orbite extérieure. L'hydrogène lui a un seul électron, il a une place vide, un des électrons les électrons vont se mettre en commun, ce qui permet de diminuer l'énergie totale. De même, si un autre atome d'hydrogène vient se mettre, il va également mettre un de ces électrons en commun, et on aura 8 électrons sur l'orbite autour de l'oxygène. C'est le cas où l'orbite est la mieux remplie, et d'où le fait qu'on a HOH, la molécule d'eau. Et donc, ces mécanismes de partage d'électrons expliquent les liaisons chimiques et les types de liaisons chimiques. Le noyau a également une certaine structure, les protons et les neutrons vont s'entasser dans le noyau, et avec des règles qui sont peu ou prou de ce type-là. Elles sont juste nettement plus compliquées, beaucoup plus compliquées. Et là, l'interaction qui intervient n'est pas l'interaction électromagnétique. En fait, si, elle intervient un peu, parce que les protons ont une charge positive, donc ils ont tendance à se repousser. De plus, comme le noyau est tout petit, ils sont très proches, donc la répulsion est très forte. Donc, ça joue quand même de manière notable. Mais la principale interaction qui joue ici est appelée interaction nucléaire. Elle fonctionne différemment. Elle n'agit qu'à courte distance, à peu près l'échelle, la distance, la taille d'un noyau, la taille d'un proton ou d'un neutron. Et elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte que l'interaction électromagnétique. D'où son nom d'interaction forte, qui est son autre nom. Ceci explique que le noyau soit si petit et si compact. Parce qu'à cause de l'intensité de cette force, les protons et les neutrons sont vraiment serrés les uns contre les autres. Le noyau est environ 1000 fois plus petit que l'atome lui-même, ce qui vous donne une idée. On dit souvent qu'un atome, c'est souvent du vide. En fait, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a les électrons autour qui se baladent. Et à cause de la mécanique quantique, on en reparlera, la position des électrons n'est pas bien définie. Ils se comportent plutôt comme un nuage autour de l'atome. Donc, il est impropre de dire que c'est du vide. Mais du point de vue du nombre de particules, de leur taille et de leur masse, c'est vrai que l'essentiel de l'atome est concentré dans le noyau. Et que le noyau est 1000 fois plus petit que l'ensemble. Du fait de l'intensité très grande de l'interaction nucléaire, cela implique aussi des énergies de liaison beaucoup plus grandes. On ne parle plus de quelques électronvolts comme pour l'électron ou l'hydrogène,
mais on parle de millions d'électronvolts. On dit aussi des méga-électronvolts. Donc c'est vraiment beaucoup plus intense, beaucoup plus d'énergie. Et donc lors des transformations, c'est-à-dire lorsque des protons et des neutrons se réarrangent dans le noyau, les absorptions ou émissions d'énergie sont beaucoup plus grandes. Et c'est donc l'origine de l'énergie nucléaire. Ainsi, la fission, qui consiste à casser de gros noyaux, permet de libérer de l'énergie. Ces gros noyaux, ce sont des noyaux instables qui peuvent être fissionnés, comme l'uranium ou le plutonium. Et c'est la base de fonctionnement des centrales nucléaires ou des bombes atomiques. L'inverse, la fusion, elle, libère de l'énergie à condition de fusionner de petits noyaux. Par exemple, si l'on fusionne 4 atomes d'hydrogène, cela donne un noyau d'hélium. Et l'énergie libérée est considérable. L'énergie par rapport à la masse impliquée est beaucoup plus grande qu'avec la fission. C'est l'origine de fonctionnement c'est l'énergie thermonucléaire qui est à la base, par exemple, des bombes thermonucléaires, des bombes à hydrogène, comme on dit aussi, très puissantes. Et c'est aussi ce qui fait fonctionner les étoiles. Dans le cœur des étoiles, la pression et la température énorme qui est au cœur des étoiles provoque la fusion de l'hydrogène en hélium, libère énormément d'énergie et fait briller l'étoile pendant des milliards d'années. Le rayonnement émis lors d'un changement dans le noyau a donc une énergie beaucoup plus grande. Et donc le rayonnement qui est émis, là, est rarement dans le domaine de la lumière visible. Les transitions habituelles pour les électrons, c'est la lumière visible, ou l'infrarouge, ou les ultraviolets, parfois même dans les ultradios. Ici, avec les noyaux, on est dans le domaine des rayons gamma, donc des photons avec une énergie considérable, et qui sont d'ailleurs très dangereux, nocifs, parce qu'à cause de cette énergie considérable, lorsqu'ils heurtent des électrons, ils se comportent véritablement comme des boulets de canon. Ils vont ioniser les atomes, briser les molécules, et ils peuvent induire, par exemple, des mutations génétiques et des tumeurs, par exemple. Notons que les étoiles, comme notre Soleil, le cœur de l'étoile émet aussi beaucoup de rayons gamma. Heureusement, pour nous, ces rayonnements sont dans le cœur de l'étoile. Ces rayonnements gamma vont heurter des atomes d'hydrogène, des électrons, vont se dissiper petit à petit, se transformer en chaleur, et c'est à l'extérieur, il n'y a plus aucun rayon gamma qui est émis, on n'a plus que la couche portée à 6000 degrés, qui est encore chaud et qui va émettre essentiellement dans les ultraviolets et la lumière visible, nous en avions parlé. Voilà pour l'atome, l'énergie nucléaire. Alors, nous allons changer de domaine théorique, en passant à un autre domaine de la physique, nous allons passer à la relativité restreinte. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous verrons de plus près la relativité restreinte et donc l'énergie en relativité restreinte. Je vous remercie.